Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos auditeurs des Pyrénées-Orientales. On est très heureux d'être ici à Perpignan, à la Maison de la Région, pour parler d'économie sociale et solidaire en ce mois si important pour l'économie sociale et solidaire, qui est quelquefois un gros mot pour le grand public. Donc, on va dire, on reviendra là-dessus, mais cette économie sociale et solidaire, on entend très souvent parler d'ESS. Elle combine solidarité, performance économique et utilité sociale, avec très souvent des gestions démocratiques un peu innovantes, une utilité collective et sociale de chaque projet, une mixité des ressources entre, on verra tout à l'heure, selon les associations qui sont présentes, et ensuite, on n'est pas dans une lucrativité individuelle, mais plutôt dans un projet social avec tout de même la nécessité d'être à l'équilibre financier, bien entendu. Alors, nous reviendrons sur les données de l'économie sociale et solidaire, mais pour ce plateau, j'ai le plaisir d'avoir d'abord, je voudrais remercier Agnès Langevin de s'être libérée avec son emploi du temps un peu chargé. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Occitanie avec une délégation sur le climat, notamment le pacte vert et puis également un rôle au niveau du Conservatoire du littoral. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous avons également Sandrine Bayard. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes directrice de Handisertion Grand Sud avec un rôle de la mutualité française. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous avons également Élise de la Fabrègue, qui est directrice du vignoble et du restaurant du domaine de Rombaut. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Lassie, coordinateur du projet au maillon solidaire. Et bonjour. Bonjour, on attendait un monsieur quand même. Et puis enfin, Viviane Torrente de l'association IDA 66. Bonjour à tous. Bonjour, merci à tous d'être là et d'éclairer nos auditeurs sur l'impact de cette économie sociale et solidaire dans notre département. Alors, les Pyrénées-Orientales sont un très bon élève au niveau de l'Occitanie, puisque c'est le 5e département en termes de nombre d'établissements pour l'économie sociale et solidaire. On a également, il faut savoir que c'est 9% des établissements employeurs, c'est-à-dire 21 400 établissements employeurs, 11% des emplois salariés, 231 000 salariés en Occitanie qui dépendent de l'économie sociale et solidaire et bien sûr 5,6 milliards de rémunération brute versée. C'est dire que c'est un atout économique pour notre région et notre département. Alors, je voudrais commencer par justement Agnès Langevin. Pour vous, l'économie sociale et solidaire, c'est important pour le département ? C'est important pour le département, effectivement, et ce n'est pas une sous-économie, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est vraiment un modèle qui, vous l'avez rappelé, croise la question des solidarités, la question de l'engagement, la question de l'emploi, au nom de l'intérêt général, c'est-à-dire qu'on va répondre à un besoin identifié des populations, quel que soit le secteur, et qui va également travailler sur la sobriété, c'est-à-dire que c'est aussi une solution très opérante pour répondre aux défis qui sont les nôtres, avec des acteurs engagés, et vous l'avez aussi indiqué, c'est très important, qui sont porteurs de créativité, d'innovation sociale, notamment dans les modes de gouvernance, c'est-à-dire comment on va sur un territoire ou sur une filière coopérer, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une économie donc où la concurrence va venir écraser l'autre, mais des modalités de mise en lien pour faire système et être plus efficace dans des territoires qui sont parfois dépourvus aussi de services publics ou d'autres services. Donc c'est un complément finalement, un espèce de relais quelquefois au service public et quelquefois un appui. Le service public, la collectivité, la région peut travailler avec des entreprises de l'ESS justement pour aller vers un secteur ou développer un secteur.
Oui, bien sûr, nous nous appuyons, même nous accompagnons ce tissu parce qu'il est, je le disais, porteur de solutions et parce qu'il va mettre sur un territoire des acteurs en lien avec donc des réponses très adaptées sur, par exemple, on le verra tout à l'heure, la lutte contre le gaspillage alimentaire, ne pas évidemment être sobre en ressources, mais aussi avoir une façon de partager, de travailler avec les usagers, c'est-à-dire avec les bénéficiaires, c'est-à-dire qu'on ne part pas avec un business model où la rentabilité est le maître mot, mais on part d'un besoin identifié, d'un usage, d'une réponse à des défis climatiques, par exemple, pour dire quelle est cette solution. Alors, c'est compliqué parce que, évidemment, on sort des clous. Le modèle, ce qu'on appelle le modèle économique, n'est pas toujours, finalement, assez rémunérateur parce qu'on est sur d'autres bénéfices en termes environnementaux qui ne sont pas toujours pris en compte. Avec un service rendu qui est quelquefois pas lié à une rémunération directe. C'est bien ça. Souvent. Et donc, c'est plutôt la société qui a le bénéfice de ces actions. C'est la société, c'est le lien social, c'est la lutte contre les précarités, c'est la préservation de la biodiversité. C'est tous ces bénéfices qui nous permettent de vivre, d'habiter un lieu, mais qui ne sont pas effectivement toujours au centre de l'évaluation et de ce qu'on peut attendre de nos entreprises. Merci Agnès Langevin. Je rappelle que vous êtes deuxième vice-présidente Climat, Pacte Vert et Habitat Durable de la région Occitanie, également aux manettes pour le Conservatoire du Littoral. C'est ça. Donc vous êtes certainement... Et c'est très cohérent, c'est pas un cumul. Non, voilà, c'est une cohérence d'action. Ça va ensemble. Et c'est une bonne chose que justement ce soit la même personne qui soit des deux côtés de l'arbre décisionnel. Alors, on a évoqué un petit peu le recyclage rapidement, mais cette fonction des associations de l'économie sociale et solidaire. Je voudrais commencer par IDA 66. Alors, Viviane Torrente, vous êtes donc dans cette association IDA 66. Vous êtes la présidente. Merci d'être là déjà avec Radio Aviva. Et j'aimerais que vous nous disiez d'abord ce que fait votre association, parce que le recyclage, c'est très large. Donc, quel est l'objet de votre association ? Tout à fait. Alors nous sommes des acteurs majeurs du département des Pyrénées-Orientales sur le recyclage solidaire. Alors ce qu'on appelle le recyclage solidaire, en fait, on collecte tout flux, en fait, tout type de déchets, des éléments, des matériels du quotidien qui ne sont pas usités, qui ne sont plus fonctionnels, pour les réhabiliter, les valoriser et les redistribuer gracieusement à des personnes dans nos villes et villages en situation de difficultés multiples. Alors, on va donner un exemple, par exemple, pour de l'électroménager. Alors ça peut être de l'électroménager, ça peut être du textile, ça peut être du mobilier, c'est très très divers, c'est vraiment en fonction des dons, en fonction des collectes et en fonction des demandes qui nous sont formulées. À savoir que c'est une action que nous faisons totalement en coopération, en collaboration avec nos travailleurs sociaux, avec nos personnels médicaux, nos conseillers municipaux, qui nous indiquent des situations dites d'urgence sur lesquelles nous pouvons intervenir. Donc, finalement, tout le monde vous connaît. On va vous appeler en disant on a des choses à donner, on a du matériel qui n'est plus utilisé, et vous allez aller le chercher. Alors tout à fait. Alors tout le monde nous connaît un petit peu parce que ça fait quand même plus de 25 ans que nous exerçons cette activité. Donc j'ose espérer que nous sommes un petit peu connus. Tout le monde vous connaît. Un petit quart de siècle quand même sur le territoire. Ça commence à être nous sommes vraiment des acteurs du terrain dont nous sommes totalement identifiés. Oui, on peut nous appeler que ce soit des particuliers, mais aussi on est en partenariat avec de nombreuses collectivités, des collectivités qui effectivement contribuent totalement à notre action. C'est un travail d'équipe en fait, au profit de nos concitoyens et de notre territoire. Et vous allez chercher aussi qui va être bénéficiaire de ce matériel recyclé ? Alors on va chercher, comme je vous le disais tout à l'heure, on travaille en collaboration avec d'autres entités, comme le conseil départemental, des travailleurs sociaux qui vont nous indiquer les personnes qui sont dans une situation de besoin, mais les personnes peuvent aussi nous solliciter directement. Pour vous dire, actuellement, nous sommes entre 20 et 30 nouvelles situations d'urgence toutes les semaines, en fait. Donc, des personnes et des foyers qui nous sollicitent ici sur le territoire, en fait, pour solliciter notre aide, sachant qu'au-delà de l'aide matérielle, on fait aussi
qu'on pourrait qualifier de soutien social, c'est-à-dire qu'on accompagne les personnes dans leurs difficultés et dans leur cheminement, en fait. C'est important, ils peuvent parler à quelqu'un qui comprend la situation et qui peut les orienter correctement. Tout à fait, complètement. On utilise notre réseau partenarial qui est assez large pour pouvoir essayer de les aider dans des situations de plus en plus complexes, puisqu'effectivement, par rapport à notre contexte économique, environnemental, il ne faut pas se leurrer, les situations sont maintenant de plus en plus difficiles et prégnantes sur le territoire, mais sur l'ensemble du pays de toute façon. Partout, bien sûr, les gens sont en difficulté économique. Et en dehors de l'aspect planète, justement, ce qui revient un peu à la délégation d'Agnès Langevin, il y a un côté aussi d'être vertueux vis-à-vis de la planète en réutilisant, en recyclant. Tout à fait. C'est une action, effectivement, contre le gaspillage de manière générale. Mais à savoir qu'à IDA 66, on a une action pédagogique puisqu'on intervient dans les établissements scolaires, les centres de formation pour sensibiliser justement nos jeunes sur ces thématiques, sur les enjeux environnementaux et sociétaux. En fait, notre action en tant qu'acteur de ESS, on l'a fait pour nos jeunes. Oui, bien sûr, c'est important. Radio Aviva fait beaucoup d'ateliers pédagogiques. On est partenaire du rectorat. Parfait. Et donc, on fait quelquefois l'environnement. On ne manquera pas de vous appeler parce qu'on met un plateau avec plusieurs intervenants pour que les jeunes aient matière à poser questions, etc. Très bien, ça sera avec grand plaisir que nous répondrons à votre invitation. Très bien. Je suis engagée, là. Je prends note. Alors, tout à fait dans un autre domaine, on reviendra vers vous après, bien sûr, Viviane Torrent. Élise de la Fabrègue, vous avez... c'est finalement une évolution d'activité familiale ancienne, très ancienne. Dites-nous un peu, c'est un vignoble avec un restaurant au domaine de Rombaut à Rivesaltes. Oui, bonjour. Déjà, merci de m'avoir invitée sur ce plateau. C'est vrai qu'en voyant, en faisant le tour de table, j'ai un moment cherché ma légitimité autour de ce plateau. Mais finalement, je trouve du sens et je vous remercie pour ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, je représente le secteur privé, l'entreprise du milieu concurrentiel et rentable. Et pourtant, qui va avoir une éthique sociale. Voilà. Et pourtant, avec de fortes valeurs qui sont partagées par nous tous autour de ce plateau. Et cette voix de ce secteur-là est très importante. Je rejoins totalement ce qu'a dit extrêmement bien Agnès en début, quand vous l'avez interrogée. La seule chose que je peux contredire, mais c'est pas toi, Agnès, que je contredis, c'est que c'est une idée globale. C'est qu'on a tendance à dissocier l'économie sociale et solidaire de l'économie rentable et concurrentielle. Et ça, c'est dommage. C'est une question de statistique. Ouais, si je peux me permettre, mais en fait, c'est une. Et puis, je remets pas du tout en cause les chiffres. Je remets en cause ce fonctionnement. Voilà, ce clivage. Parce que là où je trouve le sens de ma présence aujourd'hui ici, c'est pour rappeler au secteur entrepreneurial qu'il n'y a pas, ce n'est pas antinomique de se baser sur une économie sociale et solidaire et sur une performance entrepreneuriale. Sociale aussi. Voilà. D'accord. Et une visée sociale. Donc, pour tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, sachez que vous pouvez justement teinter votre activité purement économique d'une dimension sociale, environnementale, etc. Ce que vous avez fait, exactement. Élise de la Fabrègue. Donc, pour vous, vous avez cette dimension sociale qui vient avec justement l'intérêt général qu'on veut voir ici. Ça vient à la fois au niveau du recrutement, du recyclage. J'aimerais que vous nous donniez justement quel est votre engagement là-dessus. Alors, donc nous, il n'y a pas juridiquement, il n'y a pas d'ADN économique, social et solidaire, d'un point de vue purement juridique, mais d'un point. Oui, que vous faites bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la gestion de ces entreprises, il faut répondre à des enjeux qu'on connaît tous, notamment des enjeux sociaux et environnementaux. Et pour y répondre. Oui.
On a décidé dans notre stratégie de se faire accompagner et d'accompagner les structures actives de l'économie sociale et solidaire. Très bien, vous venez en appui. Exactement. Alors par exemple, pour le recrutement, donnez-nous un exemple. Pour le recrutement, par exemple, nous collaborons énormément avec la mission locale jeune, qui accompagne des jeunes éloignés de l'emploi, mais qui veulent s'investir et s'en sortir. C'est fondamental. Vous les formez, vous les accompagnez. Exactement. Donc ça, c'est très important. Vous avez, si on a échangé un petit peu avant, une politique de circuit court et de gestion de déchets. Comment vous organisez ça? Exactement, dans la même idée, la gestion de biodéchets, avec notamment une petite installation animalière, puisqu'on a des cochons, des poules et d'autres qui sont alimentés avec les déchets alimentaires du restaurant. Avec cette bouclée de cette façon. Et la gestion de nos matières sèches pour la partie vignoble, puisque la particularité, la nouveauté, c'est que nous, aujourd'hui, et depuis l'année dernière, nous réemployons nos bouteilles de vin que nous faisons laver par l'opérateur Rock Consigne à Montpellier et réembouteiller sur site pour une deuxième vie. Donc la bouteille est finalement réutilisée après lavage. On verra tout à l'heure que vous avez un joli programme de développement de cette activité-là. Merci Élise de la Fabrègue. Et je voudrais demander à Nicolas Lassie, pour le maillon solidaire à Sorède, de nous parler justement de gaspillage alimentaire. Ça va vous parler, ça? Alors ça me parle, mais moi je vais faire le focus sur la solidarité. Économie sociale et solidaire, ça tombe bien, le maillon solidaire. C'était pas anodin, donc c'est vraiment ce maillon qui permet donc de faire le lien entre, on parlait de lien social tout à l'heure, le lien entre l'organisation collective qui a malheureusement par moment du surplus, de l'excédent alimentaire. Déchets, les établissements scolaires. Et on l'a dit tout à l'heure, Viviane l'a dit tout à l'heure, et Madame Langine aussi, une augmentation du nombre de bénéficiaires, de personnes accueillies de l'aide alimentaire, qui n'a fait qu'augmenter d'année en année. Et en face, de moins en moins de dons de la grande et moyenne surface. Donc il y a une espèce de déséquilibre qui se fait. Et donc le maillon solidaire, à son noble niveau, tente de rééquilibrer, non pas toute la balance, mais de rééquilibrer une partie de la balance. Trouver le surplus ailleurs des pour aliments le redistribuer, du surplus en respectant bien sûr la chaîne du froid et l'hygiène. Tout ça, c'est validé par les services vétérinaires et hygiène. Et voilà. Et donc le terme de solidarité, et je voulais rebondir aussi sur le terme qu'a employé Madame Langevin sur le côté non pas que modèle économique, mais beaucoup de bénévolat. Et là, je vais faire un focus dessus parce que j'en suis... Alors, on va saluer tous les bénévoles. Vous êtes coordinateur de projet. Oui, mais avant tout, en fait, ça a été 1 an de bénévolat pour faire valider le projet auprès des services vétérinaires, qu'on remercie, parce que sans elles, on n'a pas pu commencer sans eux. Le service vétérinaire pour le grand public qui assure que la chaîne du froid est respectée, que toutes les règles d'hygiène alimentaire sont respectées, tout à fait. Pour que ne soient pas recyclés, que ne soient pas réutilisés les aliments n'importe comment. Exactement, c'est tout à fait très encadré. Et 9 mois d'expérimentation portée par une autre association qui s'appelle Entraide et Partage Albera, des bénévoles de nouveau, de la Revue des Albert, des personnes âgées, ou en tout cas en fin d'activité professionnels et qui ont cru en fait à notre projet, nous les bénévoles du maillon solidaire qui venaient là un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais on avait bien pensé le système de manière vraiment très simple, on va dire, avec peu de moyens. Mais beaucoup de niaque, on le sent. Hein, et vous avez envie que ça marche. De niaque, alors en fait c'est à la fois quand on nous dit maintenant avec le recul de 2 ans, plus de 2 ans, ça marche. On a toujours du mal à dire que ça marche parce qu'en fait on. Mais oui, il faut dire que ça marche pour encourager. Oui, mais en fait on a vraiment cette volonté d'accompagner en amont les établissements où on va récupérer leur surplus alimentaire pour justement les amener à réduire ce surplus avant même de l'avoir créé. Alors, pour nos auditeurs, nos auditrices, ça marche en 3 mois. Plus de 6000 équivalents repas sont venus en complément des colis alimentaires. Voilà, c'est dommage parce que vous n'avez pas assisté sur le dernier chiffre, en fait, qui est parlant et qui est un point important. C'est qu'en 1 an, en 13 mois exactement,
Allez-y. Ben, je vous laisse le dire, c'est votre travail. Donc moi, j'ai donné un peu l'apéritif de l'histoire, mais c'est à vous de donner le bon chiffre. Et la suite, non, ça reste que des chiffres, mais c'est parlant, c'est plus de 7600 kilos, maintenant on est passé à des tonnes, et c'est l'équivalent, alors ça c'est un point important, parce qu'il y a des articles des fois qui tournent, qui disent qu'on réalise des repas, non, ce sont des équivalents repas. Oui. On estime que c'est 7,6 tonnes, c'est l'équivalent de plus de 21 000 repas. Voilà, donc ça c'est tout à fait important, c'est énorme, et ça c'est le travail justement de l'association, des bénévoles, d'une organisation minutieuse. Et un point important aussi, parce qu'on fait le focus sur moi qui suis à l'initiative de ce projet, mais depuis donc il y a Muriel Beau qui est également... 3 salariés maintenant. Exactement, donc Muriel ça Beau qui est également membre fondatrice, et Karine Fong qui s'est rajoutée à cette belle aventure en mai 2024. Donc un point important aussi, c'est que dans cet accompagnement des associations collectives, on accompagne aussi les élèves, écoliers, enfants, pour justement mettre en place des actions pour lutter efficacement, de manière très simple. Des fois, c'est juste de savoir lire une date. Donc, entre date limite de consommation, date de durabilité minimale, en fonction, on ne va pas jeter le produit. Action simple qui ne coûte rien. Si je fais l'expérience là, j'ai pris une boîte, mais du coup, je ne l'ai pas... C'est dans mon sac à dos, de chocolat en poudre, et je vais vous demander de lire la date de ce produit. Et vous me dites si vous jetez ou pas ce produit. C'est possible de le faire ? Bien sûr. Non, pas maintenant, s'il vous plaît. On vous croit sur parole. Bon, voilà. En fait, c'est un point important. Et dernière chose, c'est aussi très important. La dernière activité qu'on a commencée cet été grâce au budget participatif de la région, on a élargi les ramasses non plus qu'au surplus alimentaire, mais aux pertes agricoles. Voilà, et on va voir tout à l'heure, on va refaire un tour de table sur les développements des projets tout à l'heure, puisque chacun de vous a un projet de développement sympathique et c'est important d'en parler. Alors, vous évoquiez, vous avez 3 salariés, c'est un exemple type, il y a 13 000 emplois dans l'économie sociale et solidaire, dans les PO, c'est-à-dire 2 emplois donc non délocalisables avec un impact social majeur. C'est dire à quel point c'est important et ça représente 1200 entreprises dans le département. Donc c'est tout à fait majeur. Donc merci et on reviendra tout à l'heure vers vous justement pour votre projet. On va à présent passer la parole à Sandrine Bayard qui est directrice de Handisertion Grand Sud. Alors Sandrine Bayard, Handisertion, votre activité, c'est pour des gens en perte d'autonomie. Comment ça se passe ? En fait, on est une association qui a été créée en 2016 par des personnes qui étaient atteintes de pathologies, de handicap divers et variés. Une douzaine de bénévoles se sont vraiment engagés dans ce projet dès 2016 et avec 3 membres fondateurs vraiment impliqués dans la gestion du quotidien en tant que bénévoles. Ils ont créé une entreprise adaptée. Jargon de l'économie sociale et solidaire, ça veut dire que c'est une entreprise qui a pour vocation d'employer en majorité des personnes qui ont une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés. Ça peut être un handicap moteur, intellectuel, visible ou invisible, cognitif ou physique. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de vraiment avoir un accès fort de leur motto, c'était de dire on crée des services pour et par les personnes en situation de handicap. Et donc là, leur difficulté à eux, c'était d'avoir du matériel qui soit réparé à des tarifs modestes pour pouvoir maintenir leur autonomie. Donc l'idée pour eux, ça a été de créer une recyclerie de matériel médical avec du personnel qui faisait l'entretien, la maintenance, la collecte, la remise en état, la remise en circulation de ce matériel médical. Alors je ne parle pas de seringue, je parle de fauteuil roulant, je parle de lit médicalisé. Voilà, on est clair. Donc, parce que des fois j'ai des médecins, vous recyclez le maintenant. Je crois que vous avez aussi à cœur de ne pas concurrencer le secteur économique dans ce domaine-là. Et donc, dès le départ, nos fondateurs ont souhaité pouvoir ajouter à ce qui existait sur le terrain. Au bout de 3-4 ans de gestion de l'entreprise adaptée, c'est très difficile de gérer une entreprise, on est tous là pour le dire. Et donc, à un moment donné, les difficultés de santé et les difficultés de la gestion d'une entreprise telle que celle-là, novatrice, ça a été compliqué. Et donc, ils ont demandé le soutien de la Mutualité française Grand Sud, qui fait partie de l'économie sociale et solidaire dans la région Est-Occitanie et qui a environ 115 établissements. Qui a quand même pignon sur rue et qui a finalement contribué comment logistiquement ?
Elle a contribué en mettant en place une nouvelle équipe qui a permis de remplacer les bénévoles. D'accord. Par des salariés. Professionnalisant. Et la professionnalisant avec l'idée, c'était de continuer l'activité, de l'intensifier et de pouvoir créer une nouvelle activité. On travaille maintenant, en plus de cet aspect de recyclage et de mettre à disposition à tarif modeste, on travaille dans des établissements sanitaires et médico-sociaux pour faire la maintenance et pouvoir ainsi permettre aux gens qui travaillent avec nous d'avoir des rémunérations. C'est important. Le bénévolat, c'est très bien, mais c'est bien pour que les gens puissent vivre. Après une dizaine d'années, on s'essouffle. Et c'est très bien que les gens puissent en vivre aussi. Ouais. Et puis, deuxièmement, on a créé un service soutenu par le conseil départemental et la conférence des financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie, avec des ergothérapeutes, des professionnels donc du maintien de l'autonomie à domicile. Donc ils vont aller visiter des gens, rendre visite à des gens et voir quelle est la problématique pour que le maintien à domicile se fasse le plus longtemps possible. Oui, c'est permettre au projet de vie de la personne de se continuer. Ouais. Que ce soit aller jouer au Scrabble tous les dimanches avec sa meilleure amie ou que ce soit de pouvoir remettre la blouse qu'ils peuvent faire. Il n'y a pas seulement... circuler dans l'appartement. Circuler dans l'appartement. Voilà. Il y a des choses qu'on ne voit plus forcément parce qu'on vit quelque part. Oui. Et voilà. Donc l'idée, c'est maintenant, nous sommes 15 salariés. Au sein de l'association, en Dissertion Grand Sud. Pour nous, c'est un succès dans le sens où on arrive à collaborer aussi bien avec les revendeurs de matériel médical qu'avec les travailleurs sociaux, qu'avec les centres hospitaliers ou avec d'autres établissements médico-sociaux. Avec une expertise qui a émergé, puisque vous pouvez apporter du conseil sur le maintien à domicile. Oui, l'idée c'est que les ergothérapeutes dans notre département, c'est un métier qui est connu mais qui est peu représenté pour une question toute simple, c'est qu'on est très loin de Toulouse et Montpellier, où sont les écoles. Donc en fait, ils s'installent là-bas. Donc c'est un peu compliqué. Il y a en moyenne 5 à 6 postes d'ergothérapeutes vacants sur le département. Et donc c'est très difficile à recruter. C'est difficile à pourvoir. Donc pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes à l'autre bout de l'Occitanie, il y a des postes dans les PO. Si vous êtes en Belgique, on est là. Voilà. Il fait beau chez nous. Et voilà. Alors, pour vous qui avez finalement une formation d'économiste du développement, avec un passage dans le médico-social, un passage sur l'enfance, la protection de l'enfance en Asie, arriver sur ce domaine-là avec votre expertise, il y a un plus ? Oui, la complexité. La gestion de la complexité. La complexité à tous les niveaux, la complexité du champ humain, parce que nos aventures sont humaines. Point. Bien sûr. Donc là, c'est chaque relation que nous avons avec n'importe lequel de nos salariés ou de nos partenaires, ça passe sur d'abord de l'humain. L'IA n'a pas encore remplacé ça. Donc ça, déjà, il y a ça. Deuxièmement, il y a la complexité, parce qu'on fait face à des parcours de vie qui sont complexes. Et donc, il faut arriver à ce que la mayonnaise prenne dans des entreprises où tout le monde n'a pas la même vision de la vie. Tout le monde a vécu des traumas. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer que l'économie sociale et solidaire, dans le cadre d'une entreprise adaptée, c'est permettre à des gens qui ne sont plus pris en compte par le secteur non social et solidaire dans le cadre de trouver un emploi. Donc c'est des gens qui ont été énormément blessés, vu que la valeur travail est encore quelque chose d'important pour eux. Bien sûr. Donc au-delà de pouvoir vivre et avoir un salaire, c'est important pour eux d'avoir un rôle social. Il y a une question de renforcement personnel. Oui. Au niveau humain, c'est important. Cette complexité-là, à l'échelle d'une entreprise, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Deuxièmement, il y a la complexité administrative. Je vous adore tous, mais c'est pas simple. Le millefeuille français, on le connaît. Je pense pas que ce soit qu'une question de France. Je pense qu'on a beaucoup d'aides, différentes et variées. Et sauf que les champs de compétences, les agendas, les objectifs des uns et des autres doivent pouvoir coïncider avec nous, ce que sont nos objectifs à nous, parce que nous, on n'est pas juste à chercher des financements, on a nos objectifs à nous. Donc d'arriver à pouvoir, selon nos objectifs, obtenir... Faire cadrer les financements. Des soutiens sur certains projets, pas tous. Et après, il y a la complexité du fait qu'on est dans un territoire, les Pyrénées-Orientales, où l'économie a pu... est complexe. On est dans un des petites dizaines des départements, des départements les plus pauvres de France. On est dans le quintet, dans les 5 premiers normalement chaque année. Et la difficulté, c'est d'arriver à créer une activité qui est à la fois
du sens pour nos patients, pour nos clients, c'est-à-dire les structures, et qui en même temps permettent aux revendeurs qui existent déjà et qui, eux, sont purement du secteur privé, n'ont pas forcément eu d'aide publique, et qui, eux, ont engagé leur financement, leur maison et leur famille dans l'aventure, de pouvoir continuer à travailler et de voir notre service comme un complément. Bien et sûr. Pas enlever de l'argent à leur activité. Bien. Et donc, de pouvoir créer une activité qui ait du sens et fasse de l'argent, qui nous permette de payer nos salariés et qui en même temps complète les autres, c'est tout ce champ de complexité-là qui est typiquement... C'est un numéro d'équilibriste permanent, finalement. Oui, je pense que toute l'économie sociale et solidaire est là-dessus. Comme dans toutes les associations, c'est toujours très compliqué parce que de plus en plus, elles ont besoin d'être professionnalisées et ça coûte cher. Et de plus en plus, il faut garder l'objet social. C'est un peu pareil d'ailleurs pour les radios associatives. On est dans le même binôme comme ça de nécessité. Alors, combien de gens, pour donner une idée à nos auditrices, à nos auditeurs, combien de gens à peu près bénéficient comme ça directement de votre activité ? Sur le volant c'est pas... L'accompagnement de personnes âgées à domicile, alors personnes âgées de plus de 60 ans en perte d'autonomie à domicile, c'est 330 personnes par an. C'est quand même beaucoup. Oui. Après, on a un département qui est relativement âgé, donc c'est pas tant que ça. Et parce que l'ergothérapie à domicile n'existe pas autrement, il y a beaucoup d'ergothérapie dans les établissements, pas forcément à domicile. Deuxièmement, il y a le nombre d'aides techniques qu'on collecte au domicile des gens. Quand vous avez perdu votre grand-mère qui reste le fauteuil roulant et que votre grand-père a du mal à gérer et que vous avez une Twingo, c'est quand même bien d'avoir une équipe qui vient et qui récupère le matériel. Et donc là, on est environ entre 900 et 1000 aides techniques par an. Voilà. Ouais. Et au niveau de nos salariés, on a créé 11 emplois en 3 ans. Donc c'est magnifique. Alors je vais me retourner vers la collectivité, justement. Agnès Langevin, quand vous entendez cette implication et tous ces talents complémentaires, vous vous dites quoi? Que vous avez raison de soutenir l'économie sociale et solidaire? Oui, même je pense qu'on devrait la soutenir beaucoup plus... Attention, vous êtes enregistré. Oui, mais j'assume totalement. Parce que ça a été dit, c'est d'abord... ça part de besoins, là vous l'avez indiqué, des personnes elles-mêmes en situation de handicap qui ont identifié finalement soit des incohérences, soit des manques, soit de la solidarité à mettre en place entre les patients. Et c'est souvent finalement une activité qui vient se glisser dans des interfaces ou des interstices d'entreprises avec d'autres logiques concurrentielles et rentables, avec au départ de l'engagement qui se traduit souvent par du bénévolat, le temps que le projet mûrisse et trouve son modèle, mais qui va évidemment produire de la valeur, du sens et une efficacité économique. Ce que je n'oppose pas, finalement, aussi aux entreprises. Il y a des entreprises dites à impact positif. Social, il y a des entreprises qui exercent évidemment une responsabilité sociale et environnementale. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, pour recruter, pour aussi faire en sorte que ces employés, ces salariés se sentent bien au travail, il faut aussi qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait de la cohérence, il faut que notamment les plus jeunes se retrouvent, fassent le lien entre leur activité professionnelle et les engagements ou les valeurs ou leur vision du monde telle qu'ils l'apportent. Donc je n'oppose pas les deux, d'autant plus que pour changer d'échelle, c'est-à-dire être à la hauteur de cette limitation à la fois de la hausse des températures et puis des ressources planétaires, on doit bien sûr passer par des entreprises de plus en plus engagées et qui aussi limitent, sont engagés pour, mais aussi qui limitent leur impact, évidemment, sur la planète. Voilà. Mais tout ça est lié. Et puis là, avec l'exemple du domaine de Rombaut, on voit bien aussi que l'entreprise est aussi un lieu d'accueil, d'emploi, d'insertion, de formation, et même à l'initiative aussi de projets. Si on parlera tout à l'heure de la consigne, s'il n'y a pas des entreprises clientes
d'associations comme Consigne Up ou Consigne. Il n'y a pas, voilà, donc c'est très imbriqué en fait. Tout est imbriqué et c'est très bien comme ça parce que la vie n'est pas monolithique. On n'est pas dans un camp ou dans l'autre. Pour vous, Agnès Langevin, pour la région qui est en charge des lycées, qui est en charge de la formation aussi, ce sont aussi des nouveaux métiers qui émergent? Oui, ça aussi, ce sont des nouveaux métiers. Et c'est des nouveaux métiers que nous accompagnons avec notamment le revenu écologique jeune, c'est-à-dire voilà, des jeunes qui ont des parcours différents, atypiques. Ça peut être un décrocheur scolaire qui va retrouver une voie dans la formation. Ça peut être un diplômé d'un master, mais qui veut bifurquer et qui veut trouver aussi un autre sens à son engagement professionnel. Et donc, on a identifié, labellisé dans des actions dans notre plan de formation où là le jeune va pouvoir trouver un revenu complémentaire pour vivre dignement, mais aussi pour se consacrer à son parcours de formation. Ne pas être obligé d'interrompre la formation parce que il faut se loger, se soigner, se nourrir et faire un petit job à côté. Et donc c'est comme un revenu universel en fait. On lui assure donc ce revenu pour vivre, cette allocation, quand il s'engage sur des parcours de formation, et on va l'aider si par exemple il veut après travailler dans la logistique du dernier kilomètre, que ce soit pour la consigne ou pour la collecte, il va pouvoir aussi bénéficier d'un accompagnement pour déployer son activité. Oui, c'est tout à fait fondamental. Alors justement, ces entreprises ont des projets. On va voir un peu quels sont vos projets parce que vous avez évoqué, Agnès Langevin, tout à l'heure, la créativité de ce secteur et la créativité aussi pour trouver des solutions et aux problèmes de la planète et de l'emploi, etc. C'est-à-dire trouver des solutions aux problématiques sociales ou environnementales. Alors, on a évoqué la consigne. Je voudrais passer la parole à Élise de la Fabrègue. Vous avez un rêve qui va pas rester un rêve longtemps, à mon avis. Donc, d'abord, vous êtes ambassadrice du groupement d'intérêt public Les Entreprises s'engagent et vous avez aussi un projet sur les consignes pour élargir votre démarche vis-à-vis de la réutilisation des bouteilles. Alors, dites-nous un peu comment ça peut se passer. Et le lien entre ce groupement d'intérêt public et ce projet-là, c'est que au-delà des mobilisations individuelles, il faut des mobilisations collectives. Bien sûr. Et ce projet de consigne qui revient sur la table, qui est le réemploi de manière générale, ce projet de consigne, il ne peut marcher qu'avec un mouvement collectif. Il faut qu'une synergie se fasse, que des acteurs se mobilisent et ce projet nécessite beaucoup de filières d'activités, beaucoup de secteurs et donc ces maillons sont tous très importants. Sensibiliser aussi les gens pour qu'ils prennent cette dynamique-là en fait. Exactement, il y a la sensibilisation du consommateur avant tout, bien évidemment, et ensuite qu'une logistique se fasse de façon très complète, très opérationnelle et très performante. Et pour ça, il faut des acteurs engagés. Alors, vous imaginez ça comment? Il y a quelques années, les gens achetaient une bouteille, ils apportaient une bouteille vide et ils récupéraient la pleine. Alors, on n'en est plus là. Un petit retard, un petit retour en arrière, mais pour un grand pas en avant, je pense. Oui, c'est... alors, moi, je l'imagine, c'est pas moi, mais c'est un projet qui commence à se faire dans le nord de la France. C'est un projet pilote qu'ils ont monté. Il y a quelques départements qui ont commencé. Qui va voir le jour en 2025. J'en ai à peu près la même idée et ceux qui sont engagés avec moi sur ce sujet-là, on est tous d'accord. L'idée, c'est de monter un projet pilote avec différents opérateurs des différents secteurs d'activité. Peut-être petit par la taille, pas besoin d'être très nombreux au début, mais de montrer que ce fonctionnement marche. Et ensuite, bon, vous savez, j'apprendrai
n'apprendrai rien à personne autour de cette table, mais après, une fois que les autres, l'environnement voit que ça marche, on veut rentrer dans la boucle et elle grossit. Alors, pour nos auditeurs et auditrices qui n'ont pas l'habitude de ce secteur-là, on va donner un exemple qui n'est pas dans ce département, mais dans le Gard, avec une entreprise de récupération des tissus et qui a à présent 100 salariés, ce n'est pas rien, à côté de Nîmes. Et on voit bien à quel point on peut justement être générateur de richesse dans le département, en plus de l'activité de solidarité et d'épargne pour épargner aussi la planète. Alors, autre projet totalement intéressant, Nicolas, Lassie, vous nous avez parlé du gaspillage alimentaire, mais là, vous êtes allé en dehors des établissements scolaires. Vous vous intéressez également à l'agriculture. Exactement. En fait, on est parti de ce constat. Muriel Beau, que j'ai cité précédemment, donc, qui est salariée et membre fondatrice, c'est une ancienne agricultrice. Et donc, elle le vivait elle-même, en fait, ses pertes agricoles. Elle a fait le lien. Et dans son entourage amical et professionnel, entendait dire que, oui, il y avait des choses. Et donc, on nous appelait, en fait, tout simplement, on nous appelait en disant, voilà, on a entendu parler du maillon solidaire, vous pouvez venir. Et bon, au début, ça nous a un peu bousculé. On s'est dit, on va pas aller trop vite. Et en fait, on a vraiment senti qu'il y avait un réel besoin. Ça répond à la fois donc aux invendus, donc le gaspillage alimentaire des agriculteurs, des producteurs, hein, donc situés sur... Donc à grande échelle, souvent, à plus grande échelle. Pas forcément, ça peut être de petites exploitations, mais par contre, il y a de la qualité qui est jetée aujourd'hui. Et comme on disait, le constat de tout à l'heure, on ne va pas le reprendre. Et là, l'idée, c'est de pouvoir donc récupérer directement donc, chez le producteur les pertes agricoles, de les transformer. Pour la partie encore belle, on la redistribue à l'aide alimentaire directement, de manière brute. Mais pour la partie encore comestible, mais un peu abîmée, on va la transformer. Alors quand je dis on, il faut que j'insiste, ma collègue Muriel Beau, notre collègue Karine Font, on nous met à disposition des laboratoires de transformation pour faire tout ça dans les règles de l'art. Pour fabriquer des confitures ? Confitures, on a testé des figues confites aussi, et testé en laboratoire pour les tests de stabilité. Donc tout ça, ça fonctionne. Et en fait, c'est de pouvoir redistribuer la moitié de la production aux producteurs. C'est un don contre don. Et l'autre moitié à l'aide alimentaire. Donc en fait, on valorise les pertes agricoles pour l'agriculteur qui, lui, après, décide de soit les donner à ses adhérents, s'il est en fonctionnement à MAP, ou de les vendre. Ça, c'est son problème, entre guillemets, à lui. Il s'en débrouille. Il s'en débrouille, tout à fait. Et donc, ça vient approvisionner l'aide alimentaire, de nouveau. C'est un point qu'on s'était fixé. Oui. On récupère ce qui est jeté, on le transforme, on le redistribue. Donc on voit bien un peu l'effet d'entraînement et l'effet domino de cette démarche-là. Tout à fait. Et on vous souhaite beaucoup de succès là-dessus. Alors pour IDA 66, le développement, c'est quoi pour vous ? Alors, le développement, qu'est-ce qui est à l'ordre du jour ? Alors, effectivement, l'ouverture, la création d'un nouveau lieu, l'écolieu Notre-Dame-de-Pennes, donc qui va ouvrir ses portes en 2025. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écolieu Notre-Dame-de-Pennes ? Donc, rien de religieux, je vous rassure. C'est juste localisé ici dans un endroit absolument remarquable de notre territoire. Donc, on a beaucoup d'endroits remarquables dans notre territoire, mais celui-ci particulièrement au pied des Fenouillèdes, au pied de l'Ermitage Notre-Dame-de-Pennes. Donc ce site, c'est une ancienne usine désaffectée, une friche industrielle que nous réhabilitons selon les process de l'éco-construction. Donc l'éco-construction, pour faire simple, c'est des matières biosourcées, géosourcées, des matériaux divers recyclés, donc chaux, chanvre, paille, terre cuite, voilà ce genre de matériel. Tout à fait, on réemploie, on réutilise. L'idée, c'est de montrer aussi qu'on a des aptitudes à bâtir autrement, à bâtir petit côté recherche et développement quand même. Alors complètement. Alors moi, ce que je me permets effectivement, le point sur lequel je vais me permettre d'insister, qui rejoint tout à fait ce qu'ont dit mes jeunes camarades Élise et Nicolas, parce que pour nous, c'est un vrai bonheur de voir que la jeunesse reprend le flambeau de l'ESS. Alors pour ceux qui ne vous voient pas, vous n'avez pas 120 ans, hein ? Pas non plus. Pas non plus. Je vous en remercie, c'est flatteur. Merci beaucoup. Non, je les ai pas encore, effectivement, mais quand même, j'ai quand même quelques années de plus que nos jeunes amis autour de la table. Donc effectivement, l'idée, c'est de montrer justement que nous, les acteurs de terrain, les éco-citoyens, les gens de la vie de tous les jours, on est capable de prendre notre destin en main
et qu'on a aussi des initiatives et des réponses à apporter justement à ces problématiques que nous rencontrons tous. Voilà, c'est un vrai beau message et merci pour cela. Et Sandrine Bayard, dans votre développement en dissertion, vous avez aussi quelques projets de développement? Oui, à ce jour, on vient juste de déménager dans des locaux un peu plus grands. Donc ça bouge. Oui, ça bouge beaucoup. Voilà, et on espère pouvoir développer un axe de formation par nos ergothérapeutes, en fait des personnes qui travaillent à domicile, des personnes en perte d'autonomie, parce qu'il y a une grande difficulté à ce jour dans le monde du handicap, le maintien à domicile, le virage domiciliaire, tant vanté par nous qui voulons rester à domicile le plus longtemps possible. Oui, et puis c'est un vrai sujet société. Hein, la difficulté, c'est d'arriver aussi à trouver des gens qui sont suffisamment formés pour utiliser le matériel, les aides techniques qui permettent ce maintien à domicile le plus longtemps possible. Bien Donc sûr. l'idée, ça reste dans le sens de ce qu'on fait et ça permet sur notre secteur de pouvoir compléter notre approche autour du patient et de sa famille. Voilà. Merci. Donc, on vous souhaite à tous beaucoup de succès. Et avant de laisser Agnès Langevin conclure, c'est le cadeau, hein, Agnès Langevin. Je voudrais donner les résultats de la dernière étude du CRES pour 2023, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en Occitanie. Donc, 1426 établissements employeurs, plus de 17 000 salariés. 13 000 équivalents plein temps, donc ça n'est pas rien. Ça veut dire que la grande majorité des salariés sont à plein temps. 430 millions d'euros de rémunération brute et 360 emplois pour 1000 habitants, sont quasiment un tiers en Occitanie. C'est extrêmement important. C'est une vraie valeur économique pour notre région et c'est tout à fait précieux. Les établissements employeurs, 8,3%, publics, privés, 8% aussi, un peu plus, et 12,4% du salariat. C'est énorme, c'est 12% des salariés qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire dans notre région. Donc c'est dire que c'est un vrai relais de développement. Agnès Langevin, je vous avais averti, hein, mais voilà, un petit mot de conclusion. Écoutez, je vais peut-être terminer cette riche séquence par un projet justement que nous menons avec la CRES, qui s'inscrit dans le plan Habitat durable que nous voterons là dans quelques semaines au mois de décembre, et qui consiste à accompagner, à déployer une plateforme qui va valoriser, mais aussi essaimer des projets d'habitat participatif. On le voit, hein, la façon dont nous voulons habiter, au sens évidemment du logement, mais habiter un territoire, habiter avec ses voisins, habiter dans les espaces publics autour de son logement. Et notamment dans l'intergénérationnel, hein, c'est aussi des solutions que des personnes vieillissantes aussi souhaitent développer. C'est comment, ou dans le milieu du handicap, comment on peut partager un habitat solidaire. Un habitat partagé avec une conception architecturale et la mise en œuvre aussi de techniques de réemploi, d'économie d'eau, etc. Mais aussi comment, peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir tous une chambre d'amis, peut-être que dans le bâtiment qu'on va rénover ou concevoir, on peut avoir une chambre d'amis partagée, on peut avoir un lieu d'accueil, exactement, mais aussi de pouvoir être solidaire et avoir aussi quelques logements avec des loyers évidemment accessibles. Donc cet habitat partagé, il n'est pas facile à mettre en œuvre, même s'il y a une appétence et une dynamique très forte en région Occitanie. Et il s'appuie bien sûr de la recherche du foncier. C'est pas toujours facile de trouver un lieu, de faire évidemment, de rendre accessibles les logements du coup. Et donc avec la CRES, nous allons déployer cette plateforme qui, à partir, et ça aussi c'est une force des acteurs de l'ESS, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont toujours en open source, c'est-à-dire qu'ils gardent pas le modèle, en fait. Il y a beaucoup de partage et une solution qui marche quelque part, c'est tout de suite la volonté d'être essaimée, d'être partagée, d'être dupliquée. Et il y a aussi beaucoup de retours d'expérience. Et ça, c'est aussi une fondamental. Et j'ai rencontré des gens qui ont monté comme ça des habitats partagés et ils m'ont
m'expliquait que petit à petit, eh bien, quelqu'un gardait les enfants, la mamie, elle allait garder les enfants de quelqu'un qui va faire ses courses, et qu'il y avait comme ça un échange permanent avec du lien social extrêmement riche qui prévaut finalement sur l'intérêt économique de ce partage, c'est ce lien social. Il y a de l'entraide, et puis il y a aussi des écolieux, pour être plus large, qui sont aussi créateurs d'emplois. On peut imaginer des nouvelles conciergeries de quartier qui vont à la fois être des points d'appui sur la consigne ou aussi des services aux habitants. Ça peut être bien sûr l'accueil, l'accueil temporaire d'habitants, voilà, et avec toujours cette innovation, parce que vivre ensemble, c'est comme un règlement de copropriété, mais ce règlement, c'est ces habitants qui l'inventent, qui le mettent en œuvre, et ça aussi, c'est très intéressant. Agnès Langevin, de toutes les façons, quand on voit cette solidarité s'installer, elle s'auto-promeut. Finalement, on a envie d'en faire plus et de continuer dans ce domaine-là. C'est souvent très joyeux parce que, à la fois pour concevoir le projet, et ça c'était une spécificité en Occitanie, c'est que nous financions même, alors c'est symbolique, une ligne apéro. Très Parce bien. que ça suppose beaucoup de rencontres, beaucoup de temps de convivialité pour arriver à finalement co-construire ce projet de vie. Donc permettre que les gens ne soient pas isolés, permettre qu'ils ne soient pas en difficulté financière ou logistique, permettre aussi de la récupération, soit d'alimentation, soit justement de matériel, du recyclage, amener justement une dynamique d'ingénierie du maintien à domicile, comme vous le faites, c'est tout à fait important, avec des projets aussi qui peuvent prendre une ampleur nationale, comme cette récupération de bouteilles. Donc tout autant de projets qui sont issus de cette volonté de développer à la fois une économie et une activité économique viable et un projet social. C'était un plateau organisé par Radio Aviva. Merci à la région Languedoc-Roussillon et la région Occitanie, pardon, c'est l'habitude. D'avoir pays catalan, ça va aussi. Ouais, ça va pas aller. Merci à la région de nous accueillir à la maison de la région de Perpignan. Je vous remercie chacun d'avoir partagé ce plateau qui sera rediffusé en vidéo sur notre chaîne YouTube et en podcast sur notre site internet de Radio Aviva Perpignan. Et vous pourrez le retrouver bien sûr sur l'antenne également avec l'application mobile que nous avons développée, ainsi que sur vos postes récepteurs ou vos box et vos applications mobiles. Donc merci Agnès Langevin, vice-présidente climat de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, Élise de la Fabrec, directrice du vignoble du restaurant du domaine de Rombaud, Sandrine Bayard, directrice insertion Grand Sud avec la Mutualité française, Nicolas Lassie, coordinateur du projet Maillon Solidaire, et Viviane Torrent, association IDA 66 que vous présidez. Merci à tous et à bientôt sur cette antenne.